Bonjour et bienvenue dans Beyond, le rendez-vous des experts de l'IT, des technologies opérationnelles et de la performance des entreprises. Aujourd'hui, on explore une thématique clé pour les achats, le relationnel. Plus spécifiquement, comment bien gérer ces relations, surtout dans des contextes complexes ou de crise. Le relationnel est crucial pour les métiers des achats car il influence directement la qualité des négociations, la fidélité des partenaires et la perception des fournisseurs. Avec l'essor des achats responsables et de la digitalisation, l'humain reste un levier incontournable pour la collaboration et la gestion des conflits. Néanmoins, comment cela s'applique-t-il dans des activités d'achat complexes telles que l'aéronautique ou encore l'IT? Je suis Julie Gallet, consultante en performance de projet et membre de la practice achat chez Scalian. Et pour cet échange, j'ai la chance d'avoir avec moi Carole Rinaldi, consultant senior de la performance des achats chez Scalian, ainsi que Christophe Sardet de la société Solutions Data. Vous écoutez Beyond, installez-vous bien, montez le son, c'est parti. Beyond, une émission présentée par Scalian. Bonjour messieurs, je vous remercie déjà d'avoir accepté cet échange aujourd'hui. Avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement chacun, ainsi que votre relation professionnelle l'un envers l'autre? Bonjour Julie, je suis Christophe Sardet, je suis ingénieur commercial chez Keops à présent, une société qui a racheté Solutions Data il y a maintenant 1 an. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le métier du commerce, précisément au niveau des fournitures de solutions informatiques, et je collabore avec Airbus et Scalian depuis maintenant plus de 15 ans, et en particulier avec Carole Rinaldi depuis maintenant 8 ans. Bonjour Julie, bonjour Christophe. Carole Rinaldi, je suis acheteur pour le groupe Scalian. Je travaille pour Airbus Defence and Space, anciennement Airbus DS GOSA, ou plus connu dans le monde toulousain sous la société Spotimage. Je suis acheteur industriel et acheteur projet, et je suis en charge de l'achat des composants informatiques. Donc je suis en charge de l'IT hardware, software, des maintenances, mais également de la prestation de services dans l'ensemble de ce groupe. Les secteurs aéronautiques et notamment aussi l'IT sont souvent soumis à des imprévus ou des tensions. On peut imaginer qu'il y a pas mal de retards, des modifications de spécifications au cours des projets. Quels sont les plus grands défis relationnels auxquels vous faites face dans ce genre de situation? Bien que effectivement la technologie, ait une part importante dans la fourniture de solutions informatiques, un point revient bien plus souvent, c'est l'aspect prix, et c'est sur ces aspects-là, effectivement, que bien souvent, les discussions vont avoir lieu entre le commercial que je suis et les services achats, et en particulier celui de Airbus, Defence and Space, dont Carole est le représentant. Effectivement, sur, les points de vue achat, on a, un triangle qui s'appelle le triangle d'or, que l'on doit mener à bien sur l'ensemble des projets, qui est le triangle de coût, qualité, délai, qui nous permet, d'adapter la stratégie en fonction du projet donné. Et aujourd'hui, cette, thématique et ce besoin revient, intégralement sur toutes les demandes, et c'est à partir de là que nous travaillons avec les commerciaux pour mener à bien ce coût, qualité, délai. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit où cette relation fournisseur-acheteur a pu être mise à rude épreuve? Est-ce que ça vous est déjà arrivé entre vous, par exemple? Et qu'est-ce qui vous avait permis de surmonter ce genre de situation? Alors entre nous, non. Mais, de mon point de vue, chez Airbus en tant qu'acheteur, ça m'est arrivé d'avoir des difficultés avec des fournisseurs, ou plutôt avec des éditeurs. Nous achetons donc des solutions, informatiques, que ce soit du hardware ou des licences, auprès de nos clients internes. Et il est vrai que sur les 2 dernières années, le monde, informatique étant en constante, évolution, nous avons noté différentes, modifications auprès, des éditeurs pour lesquels nous avons rencontré des difficultés. Là où la relation est très importante pour nous, avec le fournisseur en frontal, à savoir, avec Christophe, nous avons mis en place des stratégies pour travailler différemment, soit avec de nouveaux éditeurs que Solutions Data, Keops nous propose, soit trouver des solutions annexes qui vont nous permettre de pallier à ces différends-là auprès de ces éditeurs. Donc pour moi, le relationnel dans les achats par rapport à ces thématiques-là est primordial. Le fournisseur, l'éditeur avec lequel on travaille doit nous apporter ces solutions, doit nous apporter cette aide-là, et cette proactivité nous permet à nous, en tant qu'acheteurs, de faire confiance et de collaborer avec ces fournisseurs sur le futur et sur le long terme. Vous êtes d'accord, Christophe? Je vais pondérer les termes de Carole. Oui, je suis d'accord sur, le discours.
Non, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait jamais eu, de problème, non pas relationnel, mais de problème sur des, projets entre le client qui est Airbus Defence and Space et Solutions Data Keops. Heu, il y en a eu et la plupart de ces problèmes se sont toujours, résolus, heu, par effectivement la négociation, par la discussion et par un point dont on parle assez peu dans les relations, commerce-achat, l'honnêteté. J'adore que vous mettiez ça en avant. Ça fait super plaisir, sans vouloir aller sur des préjugés qu'on pourrait éventuellement avoir auprès d'acheteurs ou de commerciaux, mais je vais le faire quand même. Il est souvent dit que ce soit du côté des acheteurs ou du côté des commerciaux, le prix reste quelque chose d'assez, prépondérant et qui peut causer des tensions. Comment est-ce que, vous naviguez ces préjugés dans votre relation? Comment est-ce que vous mettez en place cette honnêteté et comment est-ce qu'un acheteur peut prendre en compte les différentes, contraintes qu'un fournisseur pourrait avoir face à ça? Le préjugé de base, il est très simple. Le commercial est un voleur, l'acheteur est un menteur. Une relation, client-fournisseur, voire même une relation qui peut aller jusqu'au partenariat, ne peut pas aboutir si on passe pas au-delà de ces préjugés et donc s'il n'y a pas cet aspect honnêteté, qui rentre dans la boucle. Le commercial, le bon commercial n'est pas un voleur. Il va vouloir arriver à une relation gagnant-gagnant entre le client et le fournisseur. Pour cela, effectivement, il faut qu'on arrive à une solution qui a atteint les objectifs. Alors on a parlé beaucoup de prix, donc on va rester sur ce terme-là aujourd'hui, en termes de prix. Donc il faut vendre au bon prix le plus bas pour le client, mais il faut en même temps que le fournisseur ne perde pas d'argent. Donc il faut que ce prix soit suffisamment élevé pour le fournisseur. Et c'est là où, la négociation va avoir lieu et c'est là où la négociation doit être, je vais dire, raisonnée pour ne pas qu'il y ait une situation de déséquilibre entre le fournisseur et le client. Et c'est l'honnêteté qui rentre en jeu pour arriver à effectivement un résultat, gagnant-gagnant entre les 2. Et je dois avouer que jusqu'à aujourd'hui, dans la totalité des cas, on est arrivé à aboutir sur des relations gagnant-gagnant et dans les cas où on n'aboutit pas, et beh, effectivement, l'affaire ne va pas se faire, mais la relation ne va pas être entachée. Pourquoi? Parce que les tenants et les aboutissants sont connus de part et d'autre, des interlocuteurs. Vous êtes d'accord avec ça, Carole? Du point de vue acheteur? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme le disait Christophe, l'honnêteté, la transparence, c'est primordial, que ce soit dans une relation acheteur-fournisseur, que ce soit dans n'importe quelle relation. La partie communication, la partie transparence, c'est le point clé de l'avancement, en collaboration et en partenariat. De notre côté, de mon côté en tant qu'acheteur, quand j'ai des contraintes, quand j'ai des besoins, je m'adresse, honnêtement et directement auprès de mes fournisseurs et notamment auprès de Christophe, en lui exposant mes contraintes, ce dont j'ai besoin, et j'essaye de comprendre aussi les siennes, puisqu'on est en frontal tous les 2, mais chacun a des objectifs à tenir. Moi, dans mon métier, mon objectif va être du coup de récupérer le meilleur prix et d'avoir, le prix le plus bas ou en tout cas le mieux adapté à ce que je souhaite avoir, et Christophe a des contraintes aussi également de son côté. Nous, quand on a ce genre de cas et ce genre de dossier, on se fait une réunion, on se fait un moment téléphonique pour lequel on pose les bases, on s'explique, on explique les besoins, les tenants, les aboutissants de tout ce que va contenir le projet. Et ça nous permet d'avoir une vision commune de là où on doit aller. Et ça nous permet stratégiquement d'amener une négociation évidemment plus intelligente et comme le disait Christophe, sur une relation de win-win. Ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est qu'au niveau des compétences qu'il faut mettre en priorité, ça va donc l'honnêteté, la transparence et pour ça, vous passez par, des échanges en face à face ou un réunion téléphonique. On évite de passer par des emails ou par des Teams, chose qui paraît assez logique et simple à exprimer. Mais quels outils vous allez pouvoir mettre en place lors de ces négociations? Est-ce que c'est vraiment en face à face avec votre calculatrice ou est-ce que vous avez des outils, des méthodologies sur lesquelles vous vous reposez afin d'apprendre à vous connaître? Alors vu mon âge avancé, on va pas parler de méthodologie, je suis un commercial un petit peu, à l'ancienne. Heu, Ce qui prévaut effectivement, c'est le contact, la réunion, les discussions en face à face, mais bien entendu, tout cela doit être préparé et dans le cadre de négociations, contractuelles, négociations de prix, négociations de délai aussi, on l'a abordé tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle beaucoup de prix.
aujourd'hui. Mais il faut savoir que lorsque l'on négocie un projet, il y a tout un tas d'autres choses, la technique, le délai. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Heu, Lorsqu'il y a une négociation, elle doit être, cela dit, préparée. Donc au moment où on arrive, à la réunion, il y a eu des éléments qui ont été, préparés du côté du commercial, donc du fournisseur que je suis, et je ne suis pas le seul à être impliqué lorsque je vais vendre une solution à Airbus Defence and Space. J'ai mes fournisseurs avec qui effectivement j'ai joué finalement ce rôle d'acheteur, de manière à essayer d'impliquer, toute la chaîne avec qui, je vais collaborer. Il n'y a pas que le fournisseur que je suis qui doit faire des efforts, quand les efforts sont à faire, il y a toute une équipe qui est derrière et on arrive, avec des éléments déjà préparés, de manière à ce que, effectivement, au moment où, la discussion, la négociation commerciale doit se faire, on ait tous, les éléments prêts pour, que ça aboutisse à un succès, à une relation gagnant-gagnant et surtout que ça aboutisse assez rapidement. Vous êtes d'accord avec ça, Carole, également? Complètement en accord. Complètement en accord sur ce que dit Christophe. Cette relation-là, le fait d'exposer l'intégralité en transparence, de ce qu'on doit amener, le fait de montrer nos contraintes, le fait de faire une réunion, c'est beaucoup plus efficace que de le faire par mail, que de le faire par Teams. Alors, vous le disiez Julie tout à l'heure, le Teams, les mails, peuvent être, mal interprétés ou interprétés différemment, que de faire une réunion en face à face ou un point téléphonique et encore qu'un point téléphonique peut aussi avoir des contraintes au vu du langage corporel. Mais le fait de faire une réunion, de se poser, d'expliquer nos contraintes, de montrer là où on doit aller et là où on peut aller, ça nous permet d'avoir la meilleure vision possible à la fois de la part du commercial et à la fois de la part de l'acheteur. Tout ça dans un point et un but assez important, voire majeur, qui est la réussite et le succès d'un projet. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera en fait à mener cette négociation au mieux. On parle de négociation, souvent on voit ce terme-là un peu négativement, en disant que ça va être un moment difficile, un moment de négociation qui va nous amener à des points durs. C'est plutôt une relation dans laquelle on doit exposer tout ce que l'on a, en toute transparence, qui va nous permettre de faire avancer. On peut avoir des divergences, on peut ne pas être en accord sur certaines choses, mais il va falloir qu'on comprenne pourquoi, comment on va pouvoir amener ça et comment pallier à ça. Côté commercial, comme le disait Christophe, les contraintes sont à la fois de leur société, mais à la fois des sociétés avec lesquelles ils travaillent. Moi, mes contraintes vont être de la partie projet, avec le budget qu'on m'a assimilé dès le départ, et voir si je rentre dans le budget ou pas. Si je rentre dans le budget, je vais essayer d'aller regarder sur la partie délai, sur la partie qualité, des choses à aller chercher différemment. Si par contre je ne suis pas dans le budget, je vais exposer directement les explications auprès de Christophe et auprès du commercial en disant, moi dans mon budget, aujourd'hui je n'y suis pas. Est-ce qu'on peut y arriver? Si on ne peut pas y arriver, il va falloir trouver une autre stratégie. C'est à partir de là, en fait, en toute transparence, qu'on arrive à trouver cette relation-là. Est-ce que vous avez un poids également, dans la chaîne d'approvisionnement, dont Christophe, parlait tout à l'heure? Est-ce que en tant qu'acheteur chez Airbus, vous pouvez également, contribuer à cette relation avec les fournisseurs, que Keops va avoir derrière? Ou, vraiment c'est quelque chose qui est scindé où, vous, Carole, vous avez, vos contraintes de votre côté et c'est Christophe qui va vraiment s'occuper, complètement, d'essayer de négocier avec sa chaîne d'approvisionnement? Moi, de mon point de vue, quand on a des contraintes, projet, on sait exactement le délai auquel on va devoir avoir l'approvisionnement du hardware, du software ou même la partie, maintenance et prestations de services. On connaît le budget, on sait la qualité puisqu'on connaît à peu près les fournisseurs dans lesquels, on va vouloir, avoir des informations. C'est des stratégies que le groupe Airbus a décelées depuis un long moment, donc on connaît ces fournisseurs-là et on travaille en relation donc, avec, Solutions Data et avec Christophe pour nous amener tout ça. Quand on a des points durs, quand on a des solutions qui ne fonctionnent pas ou, comme je le disais tout à l'heure, il arrive avec des éditeurs des changements de solutions, de stratégie pour lequel ça va nous impacter et on n'a pas la solution derrière. On essaye d'être technique, mais on n'a pas forcément toute la technique pour amener ça auprès du chef de projet et en fait, c'est le fournisseur qui va venir nous épauler et nous appuyer pour nous dire: «Moi, je connais, c'est mon métier. Cette partie-là, vous l'achetiez chez telle personne. Aujourd'hui, les équivalents sont ça et ça. Moi, je conseillerais celui-là pour aller voir de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de travailler. Donc aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la partie négociation, la partie relationnelle, on dit souvent, que la relation achat commercial, c'est la chose la plus importante que l'on doit avoir dans une discussion et c'est à partir de là que ça en découle et qu'en gros, quand on le regarde d'un mauvais œil, le commercial, c'est le méchant par rapport à l'acheteur. Aujourd'hui, quand on regarde ça avec un peu de recul, on se rend compte qu'en fait, la seule problématique de l'acheteur, ce n'est pas le commercial,
c'est plutôt l'acheteur d'une boîte à côté qui va piquer l'idée ou qui va avoir une idée plus intéressante avant l'acheteur qui est concurrent. Exemple chez Airbus, avec les concurrents d'Airbus, si un acheteur en face de moi a une idée plus intéressante que moi et va demander ces informations-là à Christophe, il aura plus gagné que de moi aller négocier directement auprès de Christophe, d'aller travailler des coûts, des qualités et du délai. Je trouve quand même que ce qui ressort aussi, c'est justement ce partenariat au final, étant donné que vous êtes en train d'exprimer qu'il faut que vous ayez la confiance auprès de votre fournisseur, qui va pouvoir venir avec toute son expertise technique. Donc quand vous venez avec un produit, vous devez être sûr de pouvoir lui faire confiance, qu'il ne va pas essayer d'amoindrir la qualité de son produit pour pouvoir rentrer dans les clous de votre projet. Hem, mais je reviens également sur, je sais que tout à l'heure, Christophe, vous avez dit que vous n'aviez pas de méthodologie particulière parce que, ben, maintenant vous avez quand même l'expérience du métier. Au-delà de ça, il peut y avoir certains outils, par exemple des logiciels tels que, ben, un CRM ou du côté des achats, on pouvait proposer des SRM, donc Supplier Relationship Management. Est-ce que vous utilisez ces outils? Évidemment, ces SRM, ces CRM, sont utilisés et on a un accès partagé sur lequel on peut voir la stratégie, pour n on va dire tout type de matériel. Je vais prendre le cas, typique des ordinateurs. Sur les ordinateurs, le groupe Airbus va déterminer le fait de dire, ce fournisseur c'est le numéro un, ce fournisseur c'est le numéro 2, ce fournisseur c'est le numéro 3. Dû à énormément de KPI, énormément de choses qui vont être notées, regardées tout au long de l'année et nous, en tant qu'acheteurs projet sur les projets dans lesquels on travaille, en tout cas pour ma part, j'ai la capacité de regarder ces 3 fournisseurs et d'adapter ma stratégie en fonction de ce que dit le groupe. C'est-à-dire que je vais m'inspirer de ce que demande le groupe et je vais challenger à la fois le groupe et à la fois les fournisseurs en place pour voir lequel va être le mieux disant. Et c'est là aussi où toute la relation marche avec, Christophe et avec, Solutions Data Kiops. C'est qu'aujourd'hui, on travaille en collaboration depuis près de 7 ans, voire même 8. Et ce partenariat-là nous permet d'avoir une vision neuve sur la stratégie, sur le CRM, sur les SRM. On voit leur position par rapport au groupe, mais nous, on sait l'adapter par rapport à nos projets également. Donc ça nous permet à la fois de challenger le groupe et de leur dire: «OK, nous, on travaille avec Solutions Data depuis X années sur cette partie-là, vous mettez un délai qui a un petit peu moins, ben, nous, on pense que c'est un peu plus parce qu'ils ont bien répondu à ça» et donc ça nous permet de rechallenger, d'amener de nouvelles notations là-dessus. Donc les outils sont plus là pour nous permettre d'avoir une vision de ce que l'on souhaite avoir ou de ce que l'on pourrait aller chercher. Mais après, derrière, c'est le relationnel, le suivi et le suivi opérationnel qui va rentrer en jeu. De votre côté, Christophe, vous avez la même vision ou c'est, différent pour un commercial? Alors, c'est pas différent pour un commercial, c'est différent dans le sens Keops du terme. C'est-à-dire que oui, nous avons chez Keops des outils même très complexes parfois. C'est des outils qui sont des outils internes, qui vont nous permettre de bâtir nos propositions techniques et nos propositions commerciales. Nos clients n'ont pas accès à ces outils. Au final, dans la relation entre le commercial et l'acheteur, il va n'y avoir qu'un seul et unique document qui est l'offre technico-commerciale. Donc, c'est un document PDF avec les chiffres et la somme de tous les chiffres de la proposition commerciale pour Mmh. arriver à une conclusion et un prix final pour le client. Je rappelle que nous vendons des solutions informatiques entre guillemets assez complexes qui comportent effectivement de nombreuses marques, technologies. Donc, lors d'une négociation commerciale, il va parfois être difficile, voire même impossible, de pouvoir dire telle ou telle chose est à tel prix, c'est pas bon, je suis pas d'accord, est-ce que tu peux le changer? D'où, lorsque je le disais tout à l'heure, l'importance de la préparation, de savoir d'où on vient, où on va et quelles sont les possibilités de négociation que nous avons. Et ça, effectivement, a dû être préparé en amont avec les outils qui sont des outils internes. Si des choses nouvelles apparaissent lors d'une discussion, négociation commerciale, on a cette nécessité à être capable de dire: «Non, je ne sais pas répondre. Laissez-moi un petit peu de temps pour pouvoir effectivement faire une analyse un petit peu plus complète, de ma solution pour savoir si je vais pouvoir vous répondre oui, non ou de quelle manière je vais pouvoir accéder à telle ou telle, question». Bon, ça, c'est pour quelqu'un d'expérimenté. Disons que, on a, face à nous des, commerciaux ou des acheteurs qui sont, plutôt sur un profil junior. Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient les aider? Je pense par exemple à, la méthode SONCAS qui, parle de mettre en avant les traits de personnalité de notre interlocuteur sur lesquels il va plutôt s'orienter pour, faire son choix. Donc, la sécurité, l'orgueil, la nouveauté. Est-ce que ces choses-là sont toujours d'actualité? Est-ce que ça peut s'appliquer à un acheteur qui veut essayer de regarder les points de réflexion de son commercial? Ou est-ce que vraiment, de nos jours, il faut réfléchir différemment, s'appuyer sur de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a de l'automatisation qui peut être mise en place dans le relationnel également pour répondre aux questions simples?
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai eu la chance de participer dans ma vie à de nombreuses, formations sur les techniques de commercialisation, les techniques relationnelles, les différences entre, différentes, types de personnalités, l'empathique, le travail humain et cetera et effectivement, ça reste quelque chose d'intemporel et très important dans la relation d'une manière générale et pas que dans la relation client-fournisseur, acheteur-commercial. Donc ce sont des outils qui restent très importants, à utiliser, dans le cadre de négociations commerciales comme on c'est le sujet de la discussion aujourd'hui. Après voilà, il ne s'agit pas pour des jeunes commerciaux ou des jeunes acheteurs, d'appliquer bêtement ce que l'on a appris lors de la formation. Ce sont des choses effectivement qui vont venir petit à petit et qui vont s'apprendre au fur et à mesure, de l'expérience et il n'y a rien d'autre de mieux que pratiquer pour pouvoir effectivement aboutir à avoir cette expérience et à pouvoir mettre en pratique ce qui est appris dans les formations. Mais les formations, entre guillemets, «comportementales», telles que vous les avez citées tout à l'heure, sont pour moi effectivement des choses très importantes et qui seront nécessaires dans les relations, je l'espère, heu, même dans le futur. Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, donc en tant que fournisseur de solutions informatiques, on est vraiment dans le domaine. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont encore, à leurs prémices. Ça a un intérêt sur de nombreux, je dirais, applications métiers. Dans la relation client-fournisseur, dans les relations commerciales, pour l'instant, j'ose espérer, qu'on ne va pas en arriver là et que la relation entre hommes et femmes continuera à perdurer, plus que dans l'utilisation de technologies informatiques pour pouvoir remplacer, l'humain et réaliser ces négociations à notre place. De votre côté, Carole, au niveau des acheteurs, est-ce que l'innovation et l'intelligence artificielle vous permettent de travailler de manière plus efficace votre relationnel ou également, comme, Christophe, ça n'est pas utilisé dans ce cadre-là? Comme le disait Christophe, il y a la théorie et il y a la pratique. Sur la théorie, ce que l'on apprend à l'école, c'est beaucoup d'outils, beaucoup de choses qui vont nous permettre d'avoir une vision très claire de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite avoir et de là où on doit aller. Sur l'intégralité de ces outils, aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient amener un savoir, une base de données surdimensionnée par rapport à ce que l'on peut avoir sur 1 heure, 2 heures, 3 heures de formation. Euh, je vais parler d'époque à époque. À mon époque, on a la facilité, en regardant un film, de se dire: «Ah, mais tel acteur, il a fait quel film?» On tape sur Google, on a la réponse. La génération de mes parents, par exemple, n'avait pas cette possibilité. Aujourd'hui, la génération actuelle, avec l'IA dans les mains, a la capacité d'avoir l'intégralité du savoir mondial en moins de 3 secondes. Donc je pense que la possibilité d'avoir cette IA entre les mains nous permettra d'avoir une vision claire de ce que l'on veut, de ce que l'on peut avoir, mais ça n'amènera jamais, comme le disait Christophe, cette, charge-là, cette, relation-là, le mode de fonctionnement que peut avoir 2 humains entre eux. Alors c'est assez marrant de reprendre un petit peu tout ça, mais j'ai fait mon mémoire de master sur, l'intelligence artificielle et c'était déjà il y a 7 ans. Et sur cet oral de master, la thématique et la problématique était: est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les achats? Aujourd'hui, et avec ce que j'ai pu démontrer à l'époque, je reste fondé sur ce que j'avais annoncé. Heu, on sait que ça va nous apporter des outils, on sait que ça va pouvoir nous permettre de nous développer et que l'on va avoir énormément de capacités et on va dire de stockage de données qui vont nous permettre d'avancer sur chaque sujet. Mais aujourd'hui, il y a un seul truc que l'intelligence artificielle n'a pas et n'aura pas, c'est l'intelligence émotionnelle. Sur mon mémoire de master, je parlais d'un travailleur, d'un chef ouvrier qui s'appelle Phineas Cage, qui, pendant ses travaux, a malencontreusement, reçu une barre de fer, dans la tête et donc ça lui a traversé l'œil et le cerveau en touchant juste, entre guillemets, «au niveau du cerveau», la partie émotion. À partir du moment où Phineas Cage n'avait plus cette capacité émotionnelle, il était plus en capacité de faire des choix. Aujourd'hui, on se rend compte que faire des choix, c'est souvent lié à une émotion qu'on a eue dans le passé ou une émotion qu'on aimerait retranscrire sur le futur. À partir de là, on se rend compte que l'IA va nous amener une aide à la décision et des outils, et n'aura pas l'intelligence émotionnelle pour nous dire: «Ah, mais je vais choisir ça parce que c'est quelque chose qui me plaît».
Du coup, par rapport à ce que tu dis, ça me fait sourire, étant donné que ça revient à ce qu'on disait avec les méthodologies, entre guillemets «d'analyse de personnalité», d'analyse comportementale et ça te permet en fait d'avoir, un de faire un choix basé sur tes émotions. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça peut pas également te desservir de faire un choix qui va être basé sur tes émotions pour, un achat, complexe qui va être basé quand même d'abord sur du coût, sur de la qualité, sur des délais? À quel point est-ce que, c'est important pour toi? Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, je parlais du triangle d'or avec le coût qualité délai qui est, très important au niveau des achats, pour lequel on a besoin de retranscrire ça au niveau d'un projet et cette partie émotionnelle, normalement et effectivement, on est censé l'avoir dans un second temps. Hem, les outils que l'on apprend à l'école nous permettent de voir également qu'on n'est pas seul décisionnaire sur les choix que l'on doit faire. Donc une émotion que l'on va ressentir qui va nous faire faire une notation par rapport à un fournisseur suite à un appel d'offres, va, nous, en tant qu'acheteurs, donner une notation. La personne technique aura une notation différente et une émotion différente. Et en fait, à la fin de tout ça, sur un appel d'offres, c'est cette grille de notation de chaque point, que ce soit le coût, la qualité et le délai, qui permettra de faire concaténer toutes ces notes pour arriver à faire le choix final. Donc, oui, il y aura des outils, oui, on aura l'intelligence artificielle qui va nous amener là-dessus. Chacun a une émotion différente et un besoin différent, et à la fin, c'est un travail d'équipe qui nous permet de faire le choix final en tant qu'acheteur sur le fournisseur que l'on va sélectionner. Là, maintenant, si vous deviez vous projeter, sur, 10 ans, comment les achats seraient selon vous? Est-ce que, heu, est-ce que l'automatisation et l'intelligence artificielle peut vous dégager du temps pour améliorer votre relation et créer des partenariats, plus fiables? Ou est-ce que vous pensez que ça ne va pas, vous permettre de dégager du temps, mais au contraire vous rajouter des tâches et vous rajouter du travail supplémentaire? Comment est-ce que vous voyez l'avenir, de cette relation? L'intelligence artificielle devrait nous faire gagner du temps, Comme les PC à l'époque? voilà, mais dans je dirais le travail préparatoire. C'est-à-dire dans ce dont je parlais tout à l'heure, le montage d'une offre technique et commerciale. Grâce à l'intelligence artificielle, effectivement, on va avoir plus de moyens d'avoir des propositions techniques plus précises, plus proches du besoin du client, c'est-à-dire même parfaitement, proches ou exactement, à l'équilibre par rapport à ce que demande notre client. Donc un gain de temps sur cet aspect-là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je pense et ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, malgré ou grâce à l'intelligence artificielle, il y aura toujours cet aspect relationnel, de partenariat, qui reste, à mon avis, très important. Je vais donner un exemple. Admettons que dans 10 ans, il n'y ait plus la relation commercial-acheteur et que ce soit la machine qui réalise tout ça. La machine aura fait son travail. Elle aura trouvé la meilleure solution, au meilleur prix, qui propose les meilleurs délais. Maintenant, arrivons dans la vie réelle. Le délai n'est jamais respecté. Au final, il y a toujours un souci, un retard de livraison. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où effectivement il y a du retard? Est-ce que c'est la machine qui va pouvoir traiter ça ou est-ce que c'est effectivement la discussion entre l'acheteur et son commercial pour arriver à résoudre effectivement les aléas et il y en a toujours sur un projet. Donc je pense que l'humain heu, restera le fondement d'une relation, gagnant-gagnant, d'une société à une autre et en particulier entre l'acheteur et le commercial. Quelqu'un va nous souhaiter rebondir là-dessus? Je veux bien. Effectivement, j'acquiesce à ce que dit, Christophe sur cette partie-là. Justement, hier soir, je regardais un reportage, pour lequel, une grande société américaine de composants électroniques annonce qu'en 2053, 99,9 % du savoir mondial sera géré par l'IA. C'est-à-dire que le savoir humain ne sera que 0,01 % du savoir et de ce que l'on va amener. Aujourd'hui, on voit que l'IA va nous amener énormément d'outils et de possibilités d'avoir des aides à la décision sur ce que l'on va choisir. Ce que je disais tout à l'heure, tout comme les ordinateurs à l'époque, qui nous ont emmenés et qu'on a vu, grandir et s'améliorer, au fil des années. Mais aujourd'hui, il manquera toujours ce relationnel, il manquera toujours cette intelligence émotionnelle et il manquera toujours de la relation pour mener à bien un projet de A à Z. Est-ce que le relationnel, du coup, c'est ce que vous préférez dans votre métier ou il y a d'autres choses qui, prennent le dessus ou qui vous permettent d'être stimulés? Ça, c'est une question facile. Ma réponse est effectivement, 100 relationnel.
C'est ce qui fait que dès le début, de ma carrière, j'ai choisi le métier de commercial et c'est ce qui effectivement, me fait vivre aujourd'hui. C'est, la relation entre les gens, c'est ce contact, cette discussion, parfois, facile, très souvent difficile et complexe, mais qui, à terme, arrive toujours à une relation positive, gagnant-gagnant entre, chacun des interlocuteurs. Effectivement, cette partie-là, relationnelle, c'est aujourd'hui le pilier de tout ce que je souhaite faire en me levant le matin. Quand on arrive devant son ordinateur et on a des métiers, assez sédentaires, hein, sur lequel on est, derrière un ordinateur, à faire des choix avec les outils que l'on a, à développer de plus en plus de choses et essayer de voir comment on va amener, heu, une meilleure, décision, ou un choix auprès d'un projet. Malgré tout, aujourd'hui, sans cette relation-là, sans ces discussions, aujourd'hui, je pourrais pas réaliser le métier que je fais. Me lever le matin pour aller, faire des réunions ou pour aller, passer des coups de téléphone à Christophe pour lui demander quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui va arriver, où est-ce qu'on en est de tel projet et comment on va faire avancer les choses, fait partie, de l'essence même de mon plaisir du matin, de mon plaisir de la journée et de me dire: «OK, je travaille pas tout seul, j'ai besoin d'avoir les autres autour de moi pour avancer». On est dans le sud, on est, assez, fervent de rugby. On est donc, dans un mode de fonctionnement, exactement similaire à une équipe de rugby. On a, un capitaine qui peut être pour moi le chef de projet et on a, toutes les personnes décisionnaires autour. Et cet élément-là me permet aujourd'hui de continuer à travailler et à faire ce que j'aime faire chaque matin, en me disant: «Je vais pas être tout seul, je vais pouvoir poser des questions, apprendre des autres personnes, voir les nouveautés, comprendre ce qui est le futur, ce qui va arriver demain». Et oui, effectivement, aujourd'hui, le relationnel, pour moi, ça fait une partie intégrante, voire, primordiale de mon travail. J'adore votre réponse à tous les 2. Ça donne vraiment envie de développer dans ces métiers-là. Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose, il me semble? Oui, je voulais rajouter que j'ai adoré cette comparaison avec, le monde du rugby et juste préciser effectivement que le rugby est un sport de contact et par rapport à ce que nous avons dit depuis le début, Carole et moi, on pourrait croire que, le métier ou la relation, commercial-acheteur est un monde merveilleux où tout se passe bien. Donc je voulais rappeler que c'est un monde aussi complexe, où on n'est pas toujours d'accord, où il y a parfois, des dossiers qui n'aboutissent pas. Donc il y a cette notion effectivement parfois, de contact, de, relation difficile, voire même compliquée. Mais c'est aussi ça, qui me plaît dans ce travail. Avoir de temps en temps, des discussions qui ne vont pas faire forcément plaisir aux uns et aux autres. Mais en fait, l'objectif reste toujours d'aboutir à quelque chose de positif. Ce qui est intéressant avec ce que vous venez de dire, c'est que le relationnel ne va pas être uniquement en lien avec quelqu'un d'autre, mais peut également être en lien avec vos propres émotions et la manière dont vous allez gérer la relation de votre côté. Est-ce qu'il y a des compétences relationnelles que vous considérez qui sont innées? Est-ce qu'on peut les apprendre, les renforcer? Un peu plus tôt, vous aviez parlé, vous aviez fait des formations au cours de votre carrière. Est-ce que vous avez considéré que ça a vraiment été quelque chose, sur lequel vous avez pu vous appuyer et évoluer? Ou est-ce que vous avez plutôt appris grâce aux autres lors de vos relations, acheteurs, commerciaux? Eh bien, un peu des 2. Lorsque souvent dans ma société, je croise ou, on me demande d'aider des jeunes commerciaux qui arrivent, pour leur, 1er, emploi, on repère assez vite, effectivement, si la personne, entre guillemets, «est faite» ou pas pour ce métier. Le métier de commercial est peut-être pour moi le seul métier qui nécessite des compétences un petit peu innées ou naturelles. Tous les autres métiers vont s'apprendre. Les métiers techniques en particulier, on va donner l'exemple de l'informatique, hein, développeur en informatique ou administrateur système. Ce sont des métiers effectivement où les meilleurs seront ceux qui auront le plus appris et qui auront une meilleure compétence dans ce domaine-là. Dans le commerce, il y a un mixte entre les 2. Il y a effectivement tout un tas d'outils, à la fois techniques, mais aussi relationnels, que l'on va apprendre à l'école ou même, pendant notre, cursus professionnel dans le cadre de petites formations que nos sociétés vont nous proposer et ça, j'invite, tous les commerciaux, qu'ils soient jeunes ou même très expérimentés, à continuer, s'ils le peuvent, à profiter de ces petites formations parce que cela va apporter un plus, une aide supplémentaire.
mais j'ai cette conviction que le métier de commercial a cette particularité, effectivement, qui est un métier que l'on a en soi dès le départ, de par effectivement ces qualités qui sont des qualités très, très, très difficiles à appréhender en tout cas ou à apprendre, que sont les qualités relationnelles. Ce que dit Christophe est entièrement vrai. Heu, Nous, en tant qu'acheteurs, on est de l'autre côté de la barrière, donc on voit rapidement. On arrive facilement à voir, alors en tout cas pour ma part, si le commercial en face de nous est transparent, est honnête, on arrive à le cerner assez rapidement. Donc aujourd'hui, ces compétences-là que les commerciaux, soit l'ont de base, c'est inné chez eux, soit vont essayer de l'apprendre. Nous, en tant qu'acheteurs, on arrive à voir ça. C'est aussi pourquoi depuis, 7 ans, voire 8 ans, on travaille, aussi facilement avec Christophe. C'est que dès le départ, ça a fonctionné sur, notre relationnel et on a vu qu'on était, tous les 2 honnêtes et qu'on se disait, en toute transparence les choses pour permettre d'aboutir. Hem, on a eu, évidemment, comme on le disait, tout au long du podcast, des hauts et des bas sur certains projets qui ont abouti ou pas abouti, mais ça n'a pas entaché, la relation que l'on peut avoir. Au contraire, ça nous permet de comprendre les problématiques de chacun. Donc, pour revenir là-dessus, oui, effectivement, les compétences que l'on a, en tant qu'acheteur et les compétences que les commerciaux, peuvent développer sont importantes dans la mise en relation. Mais quand on dit et quand on fait réellement ce que l'on a au fond de nous, la personne en face le ressent et le voit assez facilement. Donc on sait voir très rapidement si une personne est 100 honnête, s'il y a quelques doutes à avoir. Pour moi, au niveau du tronc commun des compétences, elles sont plutôt similaires entre, les acheteurs et les commerciaux. Du moins, mon époque, il y a 10 ans, le tronc commun pour pouvoir devenir acheteur était de passer par une formation commerciale. Est-ce que donc du coup, de votre côté, Carole, vous validez également le fait qu'on est «acheteur» entre guillemets ou on peut évoluer vers ce métier malgré le fait de ne pas avoir d'aisance, comportementale ou d'aisance relationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer? On peut travailler sur sa timidité? Oui. Je devais à la base partir sur une, formation de commercial. Comme quoi. Comme quoi et du coup, je suis arrivé, dans une boîte toulousaine, qui m'a conseillé une formation, en tant qu'acheteur, un métier que je ne connaissais pas du tout. C'était en 2013 et donc je suis allé voir, auprès de la formation et de l'école, qu'est-ce qu'était le métier d'acheteur que je ne connaissais pas. Pour moi, un acheteur, tout le monde achète sur internet des choses ou dans les magasins donc concrètement, on devrait pouvoir être un acheteur et j'ai vu l'intégralité de la prestation d'acheteur qui était concrètement l'inverse, mais à la fois très similaire des commerciaux. Le commercial, arrive avec, des choses à nous «vendre» entre guillemets et nous l'acheteur, on doit acheter ces choses-là, comme je le disais encore une fois, dans le meilleur coût, qualité, délai. Donc aujourd'hui, en tant qu'acheteur, j'ai effectivement appris énormément de choses et je les ai apprises à la fois dans les cours, dans les formations que j'ai passées, en écoutant des intervenants, sur des parties théoriques, en comprenant les exemples de ce qu'ils me proposaient. Mais également, il me semble avoir beaucoup évolué sur le terrain, parce que comme le disait Christophe tout à l'heure, il y a la théorie et la pratique et quand on arrive, sur le terrain et donc quand on est, dans le métier en frontal avec des commerciaux, heu on ne peut pas toujours tout bien faire. On aura forcément des erreurs. On apprend de nos erreurs. Et aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans que je suis dans le métier des achats. Et si je devais revenir à mes débuts en tant qu'acheteur, effectivement, qu'il y a des choses que j'aurais fait complètement différemment, puisque j'ai les outils aujourd'hui et j'ai les méthodes que je commence à avoir au fur et à mesure du temps, qui me permettront dans un futur proche, je l'espère, d'avoir des déclics assez rapides sur ce que je voudrais amener auprès de ma relation acheteur-fournisseur. J'avais abordé un point un petit peu plus tôt que j'aimerais, remettre sur le tapis, concernant la gestion de vos propres émotions et de la fameuse frustration, que Christophe a évoquée en disant qu'on n'était pas tout à fait dans un monde tout rose et qu'il pouvait y avoir donc des relations complexes. Comment est-ce que vous pouvez gérer ces frustrations et ne pas, forcément faire pâtir la relation que vous avez avec votre commercial et avec votre acheteur? Alors ce sont des choses effectivement qui arrivent, qui m'arrivent heureusement pas si souvent que ça. Heu, je vais donner un exemple. Il m'arrive de temps en temps de perdre un gros dossier et à ce moment-là, quand je perds un gros dossier, heu, le monde s'écroule. J'ai le sentiment que je vais
quitter ma société, changer de métier, que tout va s'arrêter, c'est la fin du monde. Ça dure en général un jour ou 2. Ce n'est pas rien et c'est assez important parce que si ça n'arrivait pas, de toute façon, ça voudrait dire qu'on n'a pas la passion de notre métier. Donc effectivement, il faut que ça arrive. Cela dit, cela ne doit pas avoir, d'impact sur la relation en interne avec mes collègues, mais aussi, bien entendu, avec mes clients. Donc en général, ce sont hem des cas qui sont très frustrants, vous l'avez dit, mais qu'il faut garder pour soi, avoir cette capacité à aller de l'avant et à passer à autre chose et au prochain, projet que l'on va gagner. Et d'un point de vue de la relation, client-fournisseur, effectivement, ce qui est important, c'est que dans les rares cas où effectivement on n'aboutit pas, où, il n'y a pas une commande au bout, il est toujours important d'avoir cette capacité à faire ce que l'on appelle un retour d'expérience et d'arriver à avoir cette capacité à comprendre pourquoi et c'est là encore que la relation va jouer un rôle très important, parce qu'en général, ce sont plutôt les, bons clients, les bons acheteurs qui vont accepter de prendre le temps d'expliquer les raisons, d'un choix qui parfois est un choix négatif et c'est très important parce que c'est ce qui va permettre effectivement, lors du prochain dossier, d'éviter de refaire s'il y a eu les mêmes erreurs ou d'éviter de choisir, les fournisseurs, qui n'étaient pas les bons pour pouvoir gagner un dossier. De manière à ce que, les échecs arrivent de moins en moins souvent et qu'on soit, la plupart du temps dans ce joli monde tout rose et bleu du succès. Avant de donner la parole à Carole, je souhaite juste souligner le fait qu'on ait mis en avant un nouvel outil, à savoir le Retex, qui est quand même quelque chose de très important. Carole, du coup, comment est-ce que vous gérez les éventuelles frustrations, déjà, vous avec vous-même et également dans votre relation avec vos commerciaux? En tant qu'acheteur, on est un petit peu le commercial du chef de projet. C'est-à-dire qu'on doit lui amener tous les éléments, heu et comprendre ses contraintes avec également les nôtres et les nôtres qui nous sont pas imposées, mais déduites aussi également par toute la chaîne supply qui va nous amener aux commerciaux, aux éditeurs, aux intégrateurs, et cetera. Aujourd'hui, cette frustration, je l'ai moins que Christophe là-dessus, parce que la position d'acheteur, va être un petit peu moins, hem, touchée, par, un échec, d'une vente ou d'un achat, puisque c'est compliqué de l'avoir de notre côté, voire, quasi, impossible. Mais on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Aujourd'hui, je faisais le relationnel tout à l'heure avec, une équipe de rugby. Aujourd'hui, on peut dans le monde, général des acheteurs et des commerciaux, on gagne pas tout le temps. Quand on est, dans une équipe de rugby, on gagne pas tout le temps, sauf si on joue au Stade Toulousain, mais, sinon, on gagne pas tout le temps et cette partie-là nous permettra de voir les visages un petit peu de tout ce qui nous entoure. Qui le prend bien, qui le prend mal et comment on évolue. Aujourd'hui, si on a des difficultés sur un sujet, si on a des difficultés, et qu'on perd un dossier comme le disait Christophe tout à l'heure et que c'est frustrant, ça s'entend. Des échecs, ça arrive. Si tout le monde réussit, toujours tout ce qu'il fait, je voudrais bien rencontrer cette personne. Mais aujourd'hui, quand il y a des échecs et quand il y a quelque chose qui peut mal se passer à la fois donc, de l'acheteur vers le fournisseur, suite à un dossier qui n'a pas été remporté, il faut savoir prendre le temps d'expliquer à ce fournisseur, à ce partenaire, le pourquoi. Hem, Dans la vie de tous les jours, si on arrive sur un échec, mais qu'on n'a pas l'explication tangible de pourquoi on a fait cet échec, ça va nous frustrer et ça va nous ronger pendant un long moment pour comprendre comment on a fait pour ne pas y arriver. Donc ça, par contre, moi, je m'efforce en tant qu'acheteur à prendre énormément de temps auprès des fournisseurs pour aller discuter avec eux du pourquoi, là où ça a pêché. C'est peut-être une stratégie du groupe qui a amené sur un élément qui a été vu négativement de notre côté, mais c'est toute cette partie-là qu'il faut arriver à revoir. Et Christophe, on a la chance de ne pas trop avoir ce genre de cas, mais quand ça l'est, quand ça arrive d'avoir ce genre de discussion et un échec ou en tout cas un retard par rapport à un projet ou une problématique quelle qu'elle soit, on prend le temps d'en parler. Encore une fois, le relationnel est hyper important. On prend le temps d'en parler, de voir chacun les problématiques, ce que ça va engager et pourquoi. Et autant moi, de mon côté, en tant qu'acheteur, je peux avoir
l'expression de la problématique en lui disant: «Voilà, là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, je pense qu'il faudrait qu'on le regarde entre nous et qu'on regarde pour les prochaines fois comment vous pouvez vous améliorer». Parce que c'est en améliorant le fournisseur qu'on améliorera aussi notre stratégie et notre société. Et tout ça nous amène au relationnel, aux discussions et à la transparence Et au partenariat. et au partenariat. Si on devait faire une synthèse maintenant, quels seraient les conseils principaux applicables dès aujourd'hui pour la gestion des relations dans les achats? Aujourd'hui, la gestion des relations, entre acheteur et commercial, comme le disait Christophe, il y a une grande partie qui est innée. Ça, on le sait, on a notre trait de caractère qui nous pousse à savoir si on a envie d'avoir ce relationnel ou si on n'a pas forcément envie d'avoir ce relationnel-là. Mais par-dessus tout ça, il y a des outils. Énormément d'outils qui vont nous permettre à nous, les acheteurs, de se développer, de comprendre quels sont nos besoins, de comprendre quels sont les besoins du client interne, qui est, également le point majeur de ce que l'on doit avoir. Et ces outils, que ce soit, le triangle d'or, que ce soit, réaliser un Pareto, que ce soit regarder l'intégralité d'un fournisseur avec, le fait qu'il soit solvable, le fait de regarder également la capacité, sa possibilité de venir nous aider, nous épauler quand on en a le besoin. Tous les outils générés par les achats, les formations achats, vont nous permettre de nous apporter une aide à la décision sur le choix stratégique et le choix final que l'on aura par rapport à notre projet. Je choisis tel fournisseur parce que, et de l'autre côté, le relationnel va amener, on va dire, tout l'entourage de tout ce qu'il y ait autour de ces outils, qui va nous permettre donc de discuter avec le fournisseur, voir ses problématiques, comprendre tout ça et mener à bien un partenariat qui, je l'espère, sera sur du long terme, parce qu'un partenariat court terme n'aura aucun intérêt auprès d'un acheteur, alors que le partenariat long terme va nous permettre d'appeler et de voir un petit peu le fournisseur quand on est dans des moments de crise, son visage, et de voir s'il est là pour nous aider ou si c'est juste une relation acheteur commercial. Et en gardant ce focus toujours sur les acheteurs, Christophe, quels conseils du coup vous donneriez aux acheteurs pour avoir une bonne relation avec les commerciaux? Alors en réalité, je n'aurais pas de conseils à donner, à un acheteur. J'aurais plutôt des ce n'est pas des conseils, mais, de toujours bien veiller à bâtir sur une démarche, relationnelle forte, effectivement. Heu, L'acheteur refermé sur lui-même, qui ne va pas écouter le commercial, qui va se baser uniquement sur des chiffres, je pense que celui-là aura, je dirais, des difficultés à bâtir de relations gagnant-gagnant sur le long terme. On va parler là effectivement d'un bon acheteur, sur du one shot, c'est-à-dire gagner juste un projet et on passe ensuite à autre chose. Là où une relation, positive peut être bâtie, c'est uniquement sur des relations durables. Donc moi, pour moi, effectivement, le bon acheteur sera celui qui sera capable de pas être trop rigoureux sur l'atteinte de 100 de ses objectifs, d'être capable de trouver un compromis entre les objectifs des uns et des autres, de manière à bâtir une relation durable. Et c'est là, effectivement, c'est sur le long terme, que le bon acheteur pourra bâtir quelque chose de fort avec, ses partenaires fournisseurs. Et je suis d'accord avec vous. Et ce que je trouve intéressant également dans ce que vous venez de mettre en avant, c'est que le one shot, je ne suis pas sûre qu'il existe totalement. Tu peux avoir un one shot sur ton projet ou à ce moment-là, il n'empêche que ton nom peut rester dans la mémoire de cette personne-là et que tu peux la recroiser plus tard et que ça aura pu entacher une éventuelle relation future et tes éventuels gains de projet par la suite. Ça va dépendre des métiers. Dans notre métier de l'informatique, effectivement, le one shot n'a pas sa place. Il ne sera pas, successful comme on dit, mais effectivement, il y a tout un tas de métiers, de commerce où, le one shot peut avoir sa place. Restons effectivement dans ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, les métiers de l'informatique, les métiers à valeur ajoutée ou des négociations où vous allez en avoir énormément et effectivement, dans ce cadre-là, le one shot, je suis d'accord avec vous, n'a absolument pas sa place. Et je vous remercie tous les deux pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. J'ai adoré échanger avec vous et entendre vos réponses. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci Julie. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter l'article que nous avons publié sur notre site. Le lien est en description. Au revoir et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Nous vous invitons à nous rejoindre sur LinkedIn et à nous suivre sur la plateforme de podcast de votre choix. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Beyond.